Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble à quoi devrait ressembler l'agriculture en Occitanie en 2100, à quels problèmes elle va être confrontée et quelles solutions a-t-elle à sa disposition pour euh, y répondre. Donc globalement, on se dirige vers un climat d'incertitude et une diminution assurée de la nourriture disponible, que ce soit en diversité et en quantité. Je vais traiter le problème sous plusieurs angles. D'abord sous l'angle énergétique, ensuite celui climatique, le plan écologique, les conséquences humaines, et ensuite nous allons voir ensemble les solutions aux problèmes auxquels nous allons être confrontés. Premièrement, donc, pour ce qui est du volet énergétique, il est certain que nous allons assister à une raréfaction du pétrole. Cela va avoir plusieurs conséquences, et la première, c'est que l'on va devoir dire plus ou moins adieu au plastique. Si on n'a plus de plastique, ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir utiliser les serres pour cultiver les légumes. Ça va avoir plusieurs conséquences. D'une part, la fenêtre de disponibilité de certains légumes va se restreindre, puisque les cultures seront beaucoup moins précoces et aussi beaucoup moins tardives. Et d'autre part, nous allons être confrontés à une recrudescence des ravageurs, puisque les tunnels et les serres, ça sert aussi en fait à protéger par effet mécanique des ravageurs. Le plastique sert aussi à l'extérieur pour faire le paillage des cultures et monter des tunnels nantais, qui sont des petits tunnels que l'on démonte lorsque la douceur revient. Et donc là encore, pareil, diminution de la fenêtre temporelle pendant laquelle les légumes sont disponibles, et aussi un problème d'augmentation du désherbage, puisque si on ne peut plus pailler les cultures avec du plastique, eh bien il va falloir les désherber. Si on n'a plus de pétrole, on n'a plus non plus d'engrais, et donc ça va occasionner une baisse des rendements. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que ça va aussi engendrer une diminution de la pollution de l'eau et des sols. Donc normalement, on ne va plus trop avoir d'algues vertes. Va-t-on dire adieu complètement au carburant? Telle est la question. Si oui, alors ça voudrait dire qu'il va falloir faire un retour vers la traction animale. Là encore, ça va être une perte de productivité, parce que la traction animale, ça va être quand même beaucoup plus fastidieux à mettre en place que le tracteur. Enfin là, ça reste du domaine de l'hypothèse. J'espère qu'on va plutôt se diriger vers un avenir où on a encore accès quand même plus ou moins au tracteur pour nous épargner les travaux les plus pénibles, quoi. Voilà, donc d'abord nous avons vu le pétrole et maintenant donc l'électricité. Eh bien, en ce qui s'agit de l'électricité, la question est de savoir si les moyens de production seront pilotables ou non pilotables. Donc en gros, est-ce qu'on aura encore accès au nucléaire, puisque bon, le charbon, bah, forcément ça va être un peu à bannir, parce que sinon on va mourir de chaud. Et donc, est-ce qu'on aura toujours accès au nucléaire, ou est-ce qu'on aura accès qu'à des moyens de production d'électricité qui sont non pilotables, comme l'éolien, le solaire ou les barrages hydroélectriques? Parce que dans le cas où on a uniquement des moyens de production d'électricité qui sont non pilotables, eh ben ça va risque d'être un peu complicado pour utiliser des chambres froides. Et donc si on n'a plus accès aux chambres froides, là encore la disponibilité dans le temps des denrées alimentaires va être forcément restreinte. Voilà, on ne pourra plus conserver des pommes pendant 8 mois dans des frigos. On ne pourra plus conserver non plus des poulets OGM du Brésil pour les vendre un an plus tard chez Leclerc. Mais d'un côté, ça, ce sera plutôt mieux. Voilà, voilà. Donc maintenant qu'on a vu l'énergie, on va s'intéresser au climat. Donc le climat concrètement, bah, en fait il va faire plus chaud, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ça va avoir pour conséquence la création de deux zones bien distinctes sur le territoire. La première, c'est les bas-fonds.
qui sont en général constitués de sols profonds et fertiles. Donc dans dans cette zone-ci, l'agriculture va s'intensifier, que ce soit en main-d'œuvre, puisqu'on aura moins de mécanisation, ou en quantité. C'est une intensification qui sera nécessaire parce que de l'autre côté, on aura les coteaux qui, eux, vont probablement plus ou moins se désertifier et dans lesquels l'éventail de cultures possibles va être là aussi beaucoup plus restreint. Donc voilà, on va pas avoir d'autre solution que de s'adapter en produisant beaucoup plus dans les champs plats et plus fertiles qui sont dans les fonds de vallée. Les phénomènes climatiques vont être beaucoup plus extrêmes. Les orages, déjà on peut le voir aujourd'hui, seront beaucoup plus violents. On va avoir en gros des tempêtes, de grêle, de vent. Et ça, ça va occasionner des dégâts sur les infrastructures ainsi que sur les cultures, donc encore là des pertes. Pertes également qui seront dues aux canicules extrêmes, puisque celles-ci perturbent la fécondation des fleurs, et puis dans les zones non irriguées, tout simplement, il y a les arbres qui peuvent crever ou les cultures. Donc là encore, incertitude alimentaire aggravée. Des gels tardifs aussi, car malheureusement, le réchauffement climatique n'est pas linéaire, et si, a priori, on aurait pu croire que on aurait pu avoir accès aux cultures tropicales comme la banane, la mangue, etc. Ben non, en fait, non. Parce qu'on aura toujours des épisodes de gel qui, là encore, peuvent occasionner des baisses de rendement des cultures. Par exemple, en faisant geler les fleurs de nos fruitiers. Et donc voilà, un effet de ciseau, puisque les plantes vont être confrontées à des conditions extrêmes qui vont baisser les rendements, et d'autre part, puisqu'on aura toujours le problème du gel printanier ou hivernal, on ne pourra pas compenser ces pertes par l'addition de nouvelles cultures qui viennent d'autres horizons. Conséquence aussi de la désertification et du réchauffement, il va y avoir un bordel hydrique, parce que il n'y a pas d'autres 10 000 façons de le nommer. Quelque chose qu'on observe déjà, c'est l'alternance de périodes sèches et de périodes humides, plutôt qu'une météo mixte avec des alternances beaucoup plus fréquentes entre pluie et beau temps. Maintenant, en fait, quand il fait beau 3 mois, et quand il pleut pendant 3 mois. De fait, la répartition des pluies est beaucoup plus irrégulière. Pour les cultures, c'est un peu problématique. Et aussi, qui dit augmentation des températures, dit augmentation des besoins en eau, et donc, on pourra arroser des surfaces beaucoup moins vastes. Il va donc falloir utiliser l'eau plus intelligemment. Nous avons vu l'énergie, nous avons vu le climat, mais il y a aussi la zizanie écologique. Et oui, l'effondrement de la biodiversité actuelle lié à l'usage intensif de produits phytosanitaires qui sont sympas ni pour les humains ni pour les insectes, que ce soit les abeilles ou les oiseaux ou tout ce petit monde qui nous est bien utile. Et aussi, l'autre problème, c'est l'hyperconnectivité du monde actuel qui entraîne toute une myriade de ravageurs émergents. Donc voilà, il risque d'y avoir des pullulations d'insectes très problématiques ou de maladies, des virus, etc. Comme on peut déjà le voir actuellement en Italie avec la bactérie Xylella qui tue les oliviers et qui tue pas mal d'autres plantes. Donc voilà, ça en fait c'est pareil, c'est un combo pas très sympa entre perte de biodiversité qui induit une baisse de résilience des milieux et le débarquement de ravageurs hyper vénères qui vont nous déglinguer les cultures. Donc tous ces petits trucs pas terribles nous amènent aux conséquences humaines. Donc la plus simple et la plus explicite, c'est qu'il va y avoir un changement alimentaire. On va plus bouffer des bananes tous les matins, donc il va y avoir une diminution en diversité et en quantité de la nourriture disponible. D'autre part, le chaos énergétique aura pour conséquence
que en fait, des villes avec des densités de population énormes, concrètement, ça va plus marcher, hein. De fait, il risque d'y avoir, c'est même pas il risque, c'est sûr, il va y avoir un exode urbain et de fait, une harmonisation de la population sur le territoire. Crise démographique également, puisque l'Occident ne fait plus d'enfants, et aussi, parce qu'il risque clairement d'y avoir des conflits à cause de tout cet énorme climat d'incertitude. Mais bon, là, ça dépasse le cadre de la vidéo, donc je vais pas rentrer là-dedans. Nous allons rester sur l'agriculture. Bref, on est bien d'accord, c'est le bordel, et maintenant nous allons voir quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour limiter la casse. En gros, on va faire une transition forcée vers l'agriculture biologique. Et le pilier de tout temps de l'agriculture naturelle, c'est le transfert de fertilité. Aujourd'hui, avec l'agriculture chimique, le transfert de fertilité, c'est tout simplement l'utilisation de ressources fossiles, qui sont tout simplement du carbone fossilisé. Et avec ce carbone fossilisé, on fait des carburants et des engrais. Et donc, on transfère en fait une fertilité qui s'est accumulée sur un laps de temps très long en la restituant sur le champ. Et en fait, il va falloir remplacer ce transfert de fertilité chimique par un transfert de fertilité biologique. Et donc par un transfert de carbone, c'est-à-dire la production de biomasse sur une zone assez étendue que l'on récolte et que l'on concentre sur une zone plus petite afin d'en augmenter sa productivité. En apportant de grosses quantités de carbone sur une surface réduite, on augmente en fait le stock d'humus. Cet humus, il nourrit la vie du sol et la vie du sol, elle relargue ensuite de l'azote qui nourrit les cultures et donc s'enclenche un cercle vertueux de fertilité qui permet d'augmenter la productivité des terres. Pour ce qui concerne l'irrigation, j'ai pas énormément de solutions, mais toujours est-il qu'il va falloir favoriser les retenues collinaires, si possible situées à une altitude supérieure au bas-fond, pour pouvoir se servir d'un arrosage passif par gravité. Moi, en fait, c'est déjà le cas sur mon exploitation. J'ai une retenue collinaire qui est située plus haut que mes parcelles maraîchères, qui me permet d'irriguer en fait par gravité tout simplement. Et donc c'est un arrosage passif qui ne consomme pas d'électricité ou très peu. Maintenant donc nous allons voir quelle culture pour demain. Voilà. Alors, en grande culture, il va y avoir du changement, puisqu'on va dire adieu, en Occitanie du moins, à tout ce qui est culture d'été. Donc, adieu soja, maïs et tournesol. Les deux premiers ont besoin de trop d'eau, et puis en plus de ça, pour le soja, il y a des ravageurs qui déjà sont en train de flinguer les rendements. Le maïs, tout simplement, il demande trop d'eau, et puis le tournesol, de toute façon, avec les canicules, sa floraison va être perturbée et déjà les rendements sont fortement amoindris. Alors j'imagine pas ce que ça va être en 2100. Puisqu'on cultive plus l'été, il va falloir cultiver au printemps ou en hiver quand il y a de la ressource en eau. Ce qui veut dire que l'on va cultiver des légumineuses au printemps, que ce soit les lentilles, les fèves ou les pois, dans les bas-fonds. D'une part, parce que comme ce sont des légumineuses, ce sont des plantes qui fixent de l'azote et qui donc augmentent la fertilité du sol pour des cultures ultérieures. Et d'autre part, parce que c'est une source de protéines qui est quand même beaucoup moins énergivore qu'un steak de bœuf. Voilà. Dans les coteaux, il y aura certainement la mise en place d'une rotation entre céréales d'hiver et luzerne. La luzerne parce que c'est une légumineuse à enracinement profond qui peut aller puiser l'eau donc en profondeur et qui est pas trop sensible à la sécheresse. Et en cultivant de la luzerne, là encore comme c'est une légumineuse, ça évite
d'apporter des intrants, puisque les zones en coteaux devront fonctionner en autonomie, étant donné que les fumiers seront réservés aux bas-fonds qui seront eux cultivés intensément. Pour valoriser les coteaux, éventuellement je pensais aussi aux pruniers qui nous permettraient éventuellement de bénéficier de fruits secs. Le prunier, c'est un arbre qui est pas trop sensible aux ravageurs, qui est rustique, qui supporte bien la sécheresse. Donc voilà, plutôt un arbre d'avenir, contrairement aux cerisiers, aux figuiers, qui eux sont déjà emmerdés par la mouche Suzuki. Et puis l'amandier, le problème de l'amandier, c'est que il est sensible au gel précoce. Donc voilà, clairement le prunier, a priori un arbre d'avenir. Et puis enfin, dans les coteaux aussi, il faudra en profiter pour faire de l'apiforesterie. Qu'est-ce que j'entends par apiforesterie? C'est la plantation d'arbres mellifères dans le but d'assurer une ressource régulière aux abeilles. Car là aussi, le réchauffement climatique va sévir puisque les floraisons de nos arbres locaux sont beaucoup plus groupées et aussi beaucoup plus aléatoires puisque les sécheresses régulières entravent la production de nectar. En ce qui concerne les légumes, si on n'a plus accès aux filets ni à certains produits phytosanitaires, eh bien ça risque d'être le bazar pour les tomates, je pense entre autres, ainsi que les carottes et les pommes de terre, où ça risque d'être un peu compliqué, les choux également, parce que bon, l'altise, ça flingue quand même un peu tout. En revanche, il y a de l'avenir pour la patate douce, qui est un légume qui n'a pas besoin de froid pour être conservé, et qui pousse facilement, et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de ravageurs. Ça fait des grosses quantités au mètre carré, c'est assez nourrissant, donc clairement, c'est un légume d'avenir. Tout comme la courge, qui est elle aussi pas trop exigeante. Pour le futur aussi, il va falloir se baser sur trois plantes qui constitueront certainement les piliers euh, utilitaires de notre société. Le miscanthus d'abord, pour sa production de biomasse, qui permettra de faire des apports massifs de carbone. Éventuellement, si on a encore accès à la mécanisation, il nous permettra de nous chauffer. Ensuite, il y a l'eucalyptus, pour sa croissance ultra rapide, qui nous permettra là aussi d'avoir du bois de chauffage. Alors la question c'est est-ce qu'on aura encore accès ou non à la technologie clonale pour faire des clones qui poussent à 100 à l'heure. Sinon, on aura quand même accès à des cultivars d'eucalyptus qui poussent relativement vite. C'est pas trop mal. Il faudra faire attention à ne pas les planter en pur et à ne pas verser dans l'excès parce que sinon ça va faire comme les conifères. Et oui, malheureusement, l'eucalyptus c'est un arbre qui flingue les sols et donc si on le plante en culture pure, ça risque d'être le bordel. Voilà, j'ai ajouté aussi le Polonia, qui est un arbre qui pousse vite lui aussi, mais qui est en revanche peu valorisable pour le chauffage, mais comme il est très dur, il est très utile pour faire des meubles ou de l'outillage. En ce qui concerne la fertilisation, eh bien, il va falloir changer de schéma, puisque le schéma actuel, c'est grosso modo que l'on épand le fumier, donc les excréments des animaux, directement au champ. Et par là, en fait, c'est une valorisation assez faible de la matière organique. Le schéma post-pétrole, ce serait plutôt en fait que à partir du fumier, on le valoriserait de différentes façons. Donc il y a d'une part le lombricompostage, qui est en fait le compostage du fumier via l'utilisation de vers de compost. En effectuant du lombricompostage, d'une part on produit des vers qui ensuite peuvent servir à l'alimentation animale, et aussi on produit donc du lombricompost qui a une valeur fertilisante largement supérieure au fumier brut. Ça permet d'utiliser des quantités inférieures, donc là aussi c'est un gain en termes de logistique. Et puis aussi ce qu'il y a avec le lombricompost, c'est surtout son boost hormonal qu'il occasionne sur toutes les cultures. C'est surtout en ça qu'il est supérieur au fumier classique. Pour tout ce qui est déchets organiques divers qui sont liquides ou trop fermentescibles et donc pas vraiment valorisables par lombricompostage, il y a la mouche soldat noire qui est une mouche qui se reproduit très vite.
Cette mouche produit des larves qui là encore peuvent être utilisées pour la nourriture animale. Et ces larves produisent du frasse, qui est donc du caca de mouche, que l'on peut utiliser là aussi pour la fertilisation des cultures, ou éventuellement le lombricomposté pour à nouveau produire des vers, et donc valoriser encore le cycle de la matière organique. Une source d'azote qui est aujourd'hui complètement ignorée et source d'eau pollution, c'est l'urine. L'urine, si on veut l'utiliser à son potentiel maximal, il faudra s'en servir pour fertiliser de façon foliaire les cultures. Quelques chiffres, dans l'Union européenne, annuellement, on urine 240 milliards de litres. L'urine contient 0,6% d'azote. En Europe, nous avons 14,4 milliards d'hectares de terres arables, ce qui correspond à environ 8 unités d'azote par hectare. Et dans un scénario où l'on fertiliserait seulement les 20% des terres les plus productives, cela donnerait 40 unités d'azote par hectare, soit environ un tiers des besoins d'une culture moyenne. Donc c'est déjà quand même plutôt pas mal. Et si l'on part du principe que les 20% des terres les plus productives sont aussi des terres enrichies en humus, et qui donc ont un potentiel de relargage naturel de l'azote élevé, on partirait vraiment sur des sols qui peuvent produire vraiment de grosses quantités de nourriture. Point que j'ai pas mentionné également, c'est qu'aujourd'hui, dans notre schéma actuel, un aliment sur deux qui est produit finit par être jeté. Je pense que c'est un point intéressant à souligner lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire. Et puis donc tout ça, eh bien, ça va avoir pour conséquence un retour aux traditions. D'une part, une agriculture ultra locale dont toutes les composantes devront être présentes sur un territoire, donc que ce soit l'élevage, les céréales ou le maraîchage. Du fait que toutes les composantes de l'agriculture doivent être présentes à l'échelle locale, on va avoir un retour à des paysages variés, qui sont beaux, et donc aussi un retour de la biodiversité et des milieux, donc on l'espère, plus résilients. Et puis tout ça, ça va enclencher un retour à un mode de vie assurément plus dur, mais aussi plus sain pour l'esprit. Il n'y aura plus trop l'occasion de névroser en regardant des conneries sur le net. Voilà. Et puis donc certainement aussi un retour à la famille nucléaire, mais bon là encore ça dépasse le cadre de cette vidéo, mais ce qui est certain c'est qu'on aura besoin de beaucoup de main d'œuvre pour faire face dans un monde où l'énergie sera beaucoup plus diffuse. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie. J'attends avec curiosité vos réactions dans les commentaires et je vous dis à bientôt.